Vivre de son entreprise à 21 ans, c'est totalement possible et c'est ce que vient nous raconter aujourd'hui Antoine Gérard qui s'est lancé à l'âge de 18 ans. Dans cette interview, il nous explique un peu son parcours et il nous donne aussi des clés pour lancer son projet en tant que jeune. Qu'est-ce qu'on doit faire dès le départ? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et surtout, comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir à tester, expérimenter le projet qu'on a envie de développer? Alors bienvenue dans cette interview, belle écoute. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie de Antoine qui va pouvoir nous partager un peu son parcours, son expérience de jeune aussi entrepreneur. Bonjour Antoine, bienvenue sur le podcast La force est en toi. Comment est-ce que tu vas? Hello, et écoute, ça va super. Merci beaucoup de demander. Merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Génial. Eh bien écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que tu puisses commencer simplement par te présenter de la manière dont tu le souhaites, nous raconter un peu ce que tu fais et qui tu es. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, tu l'as dit, je m'appelle Antoine Gérard. J'aime bien quand je me présente, présenter toujours de la même manière. J'aime bien dire d'abord que je suis quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde. Et du coup, mon but un peu dans la vie, c'est de faire en sorte que les gens soient rémunérés à leur juste valeur, que ce soit en ayant des clients qui les payent au prix juste, en étant choisis pour eux et pas leur prix, comment définir des prix justes, etc. Donc, de base, j'ai démarré ça par hasard, entre guillemets. J'avais juste démarré un compte Instagram pour donner des conseils. Et je me suis retrouvé de fil en aiguille à donner des conseils payants au fur et à mesure. Ça fait 3 ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, je parle de beaucoup de sujets du moment que ça reste dans la ligne directrice d'être choisi pour soi et d'être payé au prix juste. Donc, je parle majoritairement de création de contenu, de stratégie de marque personnelle et de pricing. Et voilà, j'ai eu un podcast à un moment, même s'il est plus actuel. Et voilà, ça m'a l'air d'être un bon résumé déjà. Ouais, c'est déjà pas mal pour comprendre ce que tu fais. Et du coup, tu as commencé déjà il y a 3 ans en fait. Donc, si tu peux nous raconter un peu ton début de parcours et comment est-ce que tu as eu envie de te lancer d'abord via ton compte Instagram du coup? Alors à l'époque, j'avais 18 ans du coup. Je me suis lancé. En fait, j'ai toujours voulu, lancer des trucs et tout. Quand j'étais au lycée, j'avais déjà voulu lancer une espèce de mini-marque de vêtements. C'est un truc que je cache parce que c'était nul, mais j'avais voulu lancer un truc et tout. Mais voilà. Quand j'ai eu enfin 18 ans, je suis né le 12 octobre. Le 14 octobre, j'ai fait une déclaration à l'URSSAF à l'époque pour être artiste-auteur, parce qu'à l'époque, j'étais dans tout ce qui était l'univers du graphisme, de l'illustration, etc. Et au départ, je faisais quelques petites illustrations par-ci, par-là, pour des particuliers. Et en même temps que mes études, quand j'ai arrêté mes études de graphisme que je faisais parce que c'était trop scolaire, je me suis dit que j'allais me lancer directement en tant que graphiste freelance. Alors, j'ai eu quelques clients par-ci, par-là, mais surtout rien à voir avec Instagram, plus relation de relation. Et en parallèle de ça, j'avais lancé un compte Instagram, justement, soi-disant, pour trouver des clients en tant que graphiste freelance. Sauf que dessus, je postais tout, sauf des trucs qui m'apportaient des clients en tant que graphiste freelance. Genre en mode, je donnais des conseils aux autres freelances par rapport à des contenus que je pouvais consommer et tout. Je savais très bien que ça ne marchait pas. Hein. C'était pas que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, c'est juste que ce qui me plaisait de faire, c'était de donner des conseils aux personnes par rapport à des trouvailles que que je pourrais avoir sur YouTube, des podcasts, des livres, etc. Et donc voilà, de base, j'avais commencé ça purement parce que ça me faisait plaisir, même si de base, il y avait une espèce d'excuse que soi-disant, c'était pour avoir des clients en tant que graphiste. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir quelques personnes qui me suivaient, pas beaucoup, hein, j'avais genre 200, 300 personnes qui me suivaient, voilà. Mais j'avais commencé à avoir des personnes. Et un jour, on m'a demandé si, au bout d'un mois ou deux, je crois, on m'a demandé, oui, est-ce que tu fais du consulting, du coaching, de l'accompagnement et tout? Alors, pas du tout. De base, je fais ça juste parce que ça me fait plaisir. J'ai jamais eu de business spécialement intéressant, spécialement impressionnant avant pour dire, oui, j'accompagne les gens d'un point de vue business sur quoi que ce soit, etc. À l'époque, c'était surtout l'étiquette coaching. J'étais coach de rien du tout. Je n'avais jamais accompagné personne et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'ai demandé à deux, trois personnes de crash tester un accompagnement avec moi, sachant pertinemment que je sortais de nulle part. Je ne sais pas par quel miracle elles ont dit oui. Alors, c'était pas gratuit, hein. J'avais demandé, mais elles ont dit oui, bon, ok. Et du coup, on a crash testé ça. C'était super pour moi, vraiment, j'avais adoré faire ça. Elles, de leur côté, ça s'est super bien passé pendant l'accompagnement. Et quand j'ai fait un petit check-up quelques mois plus tard, je me rends compte que, les deux s'étaient retrouvés à avoir des listes d'attente. Alors, je les avais recontactées vers février. Les deux, elles avaient des listes d'attente jusqu'à l'une septembre, l'autre octobre. Alors que l'une avait doublé ses prix, l'autre avait triplé ses prix. Je me disais, oh, pour quelqu'un qui sort de nulle part, c'était pas mal. C'est pas mal en effet,
J'ai réussi à avoir ça avec elle. J'ai pas réussi à avoir des résultats comme ça moi tout de suite. Je sais pas comment j'ai fait, mais du coup ça s'est lancé comme ça. Et comment dire, de fil en aiguille, ben, j'ai tâtonné. En fait, je suis quelqu'un qui me pose pas trop de questions. J'ai envie de faire, je teste. Si les gens ils sont d'accord avec ça, je suis transparent sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis pas. Et donc ben, ça a fonctionné jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Ça fait 3 ans où ben, je me suis créé ma petite clientèle, les personnes qui me suivent et tout. Donc c'est cool. Voilà un peu le petit background. Trop bien, trop bien. Et ça, du coup, c'est tous les beaux côtés de ton parcours. Je suppose que ça n'a pas dû être non plus de tout repos, surtout quand on se lance aussi, quand on est jeune, on fait face à plein aussi d'injonctions de la société auxquelles on ne correspond pas et cetera. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as vécu en te lançant dans l'entrepreneuriat? On va dire que j'ai eu pas mal de chance, moi, quand j'ai démarré. Alors, je viens pas d'un milieu spécialement aisé ou quoi, où j'ai pas eu de trucs en mode oui, va faire de l'entrepreneuriat plutôt qu'autre chose, etc. Mais le fait est que ben, quand j'ai démarré, et d'ailleurs jusqu'à maintenant, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de comment dire, j'ai pas de, enfin jusqu'à récemment, j'avais pas de charges à payer ou quoi. Donc, ce qui faisait que ben, que ça fonctionne ou pas, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc, comment dire, j'avais pas cette contrainte-là. Et plus d'un point de vue injonction de ce qu'on pouvait me dire et tout. J'ai la chance que ben, ma mère me soutenait complètement dans mon projet, mes potes aussi, et comment dire, les personnes qui auraient pu potentiellement ne pas me soutenir ne font juste pas partie de ma vie, donc bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et du coup, ce qui fait que, comment dire, le parcours n'a pas été tout lisse, tout beau, genre c'est pas comme si voilà, j'ai lancé le truc et puis tout d'un coup ça a marché comment dire, de manière impressionnante et tout, c'est pas ce qui s'est passé, mais on va dire que j'ai pas eu de, comment dire, de trucs, de moments de doute où je me suis dit, est-ce que peut-être je vais pas dans la bonne direction, etc. Comment dire, ça a plus été assez fluide, mais pas parce que tout allait bien, juste parce que j'avais peu d'obstacles. Genre, j'avançais pas vite, mais j'avais pas de gros trucs qui venaient en travers de mon chemin, quoi. Ouais, ouais, tu pas sans cesse en train de te remettre en question ou de gens qui te freinaient ou autre. C'était plus peut-être dans la démarche de: «OK, qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu vends tes offres?» et cetera qui c'est plus ça qui venait te challenger. Ouais, en gros, mon plus gros, comment dire, le truc qui m'a le plus challengé, c'est de trouver mon angle, sur, bah, OK, mais qu'est-ce que j'apporte exactement aux personnes? Sachant justement, bah, avec cette absence de background avant de faire ce que je fais et du coup, comment dire? Dire: «OK, mais les personnes, elles vont me payer pour les accompagner sur, comment dire? Des aspects, stratégiques et cetera. Bah, quelle position j'ai par rapport à ça?» En fait, c'est pas vraiment une question de je me posais pas vraiment des questions genre de légitimité, juste, ben, de savoir: «OK, mais qu'est-ce que je suis capable d'apporter concrètement?» Et donc de réussir à packager ça, la position que j'avais, parce que je ne pouvais pas vraiment avoir une position genre de mentor en mode moi je sais parce que j'ai fait que je ne peux pas avoir cette position-là. Et donc de dire bah, ok, comment ça a plutôt été ça les problématiques. Et puis mes propres problématiques aussi parce que j'avais une espèce de dissonance entre les résultats que j'arrivais à avoir avec mes clients et puis moi-même, c'était le jour et la nuit. Comme je dis, mes premières clientes, liste d'attente, elles ont doublé, triplé leur tarif et tout. Moi, la première fois que j'ai eu une liste d'attente, c'était genre 1 an et demi plus tard, je crois. Et et encore, ça n'a pas duré longtemps. Et là, j'ai une liste d'attente pendant un moment, mais ça fait 3 ans du coup maintenant. Mais il y avait cette espèce de dissonance où c'était plus d'un point de vue comment est-ce que je me positionne, comment je gère ça, la position que je prends par rapport aux personnes, par rapport à mon audience, etc. Mmh. OK, OK. Et selon toi, c'est quoi le facteur du coup qui faisait qu'il y avait cette dissonance? Qu'est-ce que toi tu mettais pas en place peut-être de ton côté que tu recommandais aux autres? L'un des trucs sur lesquels je suis le plus doué, c'est de réussir à, par exemple, tout le monde connaît l'exercice du client idéal, comment dire, définir ta cible, etc. Et j'ai une espèce de facilité à quand la personne me donne quelques éléments sur qu'est-ce qu'elle voit de sa cible, je suis capable de lui donner, carrément, limite, je peux faire un document de 15 pages sur qu'est-ce que pense sa cible, j'ai une facilité à faire ça, ce qui faisait qu'avec mes clientes, en fait, quand elles ressortaient de ce qu'on a fait ensemble, elles avaient une vision très claire de qui elles visaient, qu'est-ce qu'il fallait dire, comment il fallait dire, etc. J'arrivais dans une certaine mesure à le faire pour moi-même, mais on va dire que il manquait peut-être un regard extérieur, un truc avec un peu plus de recul, on va dire, là-dessus. Le fait que j'avais pas de contraintes, notamment financières, etc., faisait que j'étais, on va être honnête, un peu flemmard sur certains aspects. Si j'avais eu des contraintes qui m'obligeaient à devoir faire du chiffre, certainement qu'en fait, j'aurais plus cravaché ça, plus charbonné que ça pour avoir des résultats plus rapidement. Et donc, ça a joué aussi, je pense, parce que mes clients, contrairement à moi, avaient ce truc-là, de devoir vivre de ce qu'elles font et tout. Enfin, moi aussi, je voulais, mais bref, la contrainte en moins. Donc, il y a ça aussi qui avait joué. Mais voilà, donc je vais dire le recul par rapport à ce que je faisais. Et du coup, cette histoire d'absence de contrainte qui a été plus une source de procrastination qu'autre chose, du coup. OK, OK. Je trouve ça super intéressant comme tu dis que, en fait, l'absence de contraintes, c'est pas forcément constructif.
parce que du coup, ça nous enferme peut-être d'une certaine manière ou en tout cas, ça nous conforte dans notre zone de confort alors que on aurait tendance à croire, tu vois, que, bah, au moins il y a de contraintes, au mieux c'est, tu vois? Le truc, c'est que, comment dire, trop de contraintes, ça devient anxiogène, mais pas Mmh. du tout. Ça faisait qu'en gros, comment dire, quand tu as un business à faire tourner et que tu as fait, pas fait de chiffre d'affaires ce mois-ci ou que tu en as fait très peu, dire, OK, bon, là, qu'est-ce que je mets en place right now pour dire que, comment dire, je corrige le tir, pour essayer de faire du chiffre d'affaires, comment dire, pour voilà, corriger le tir et tout. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais plus dans l'optique, ah, j'ai pas fait de chiffre d'affaires ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, j'en ferai le mois prochain. Et du coup, comment dire, ça faisait que, comment dire, il y avait moins ce coup de pied aux fesses que peut te donner une certaine contrainte, même si, comment dire, en vrai, j'échangerais pas ma place contre, je dirais pas, ouais, il aurait fallu que j'ai des contraintes. J'aimais bien le fait de pas en avoir, mais, comment dire, du coup, bah, ça avait ce truc d'avoir moins cette niaque, on va dire, pour ben, charbonner, pour faire en sorte d'avoir le résultat plus vite, on va dire. Et peut-être que ça t'a permis justement de prendre plus le temps sur ce que tu avais vraiment envie d'apporter et de passer peut-être plus de temps sur des questions, qu'on aurait tendance à se poser en surface quand justement il y a la contrainte de, bah, faut faire du chiffre à un moment. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, du coup, alors j'ai eu à loisir le temps de redéfinir tout ce qui est la direction de la marque ma marque personnelle que je voulais avoir, le ton que je voulais avoir, comment dire, mes offres, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, de tester plein de trucs, de me dire, bon, bah, comment dire, en fait, l'un des trucs qu'on a le plus besoin quand on commence un projet quelconque, mais encore plus d'entrepreneuriat, c'est d'oser tester et se péter la gueule. Et moi, j'avais pas ce problème parce que, comment dire, souvent on associe l'échec à, ben, oh, comment je vais faire, surtout au départ. Là, c'était, ben, si j'en ai, c'est pas grave, test and learn, on va dire. Comment dire, du coup, ça m'a laissé beaucoup de temps pour tester ben, qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais moins bien, le fait de, comment dire, de pouvoir comment dire, m'améliorer sur plein d'aspects, me former beaucoup, etc. Donc, comment dire, il y avait ces aspects positifs là aussi. Et quels conseils tu pourrais donner justement par rapport à ça à, bah, voilà, un jeune ou quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, suite à ton expérience? Bah, en vrai, je conseillerais toujours aux personnes de se lancer, même si elles ne restent pas dans l'entrepreneuriat au final. Parce que toutes les personnes que j'ai pu comment dire, côtoyer qui avaient lancé un projet en parallèle de leurs études ou à la suite de leurs études pour au final y retourner, etc., leur projet leur ont toujours servi. Comment dire, tu sais, ben, comment dire, soit tu as ton projet qui, ben, tu restes dedans parce que ça te plaît, ça fonctionne, etc. Et donc, ben, forcément, comment dire, ben, plus tôt tu démarres, mieux c'est. Parce que du coup, comment dire, quand j'aurai 28 ans, je pourrais dire j'ai 10 ans d'expérience, tu vois, alors que j'aurai que 28 ans. Genre le truc, comment dire, donc plus tu commences tôt, ben, mieux c'est. Donc en gros, il ne faut pas hésiter à se lancer. Ben, moi, je me suis lancé sans expérience, rien, j'ai vraiment construit le truc de zéro, alors que je sortais de nulle part, etc. Et ça a fini par prendre. Donc, comment dire, plus tu commences tôt, plus tu as l'occasion que ça fonctionne vite, entre guillemets, après, bon, comment dire, si tu y mets les efforts aussi, d'avoir le temps de te tromper, de corriger ça, etc. Et si tu as comment dire, et si au final, c'est pas quelque chose qui vous correspond, parce qu'il y a aussi le truc on a beaucoup ce truc, oui, mais comment dire, est-ce que c'est une bonne idée comment dire, que je me lance tout de suite, est-ce que je ne devrais pas d'abord être salarié et puis après lancer mon projet, et puis, comment dire, il y a beaucoup ce truc-là aussi. Bah, de dire, bah, de toute façon, même si au final, tu ne restes pas dedans pour X raisons, parce que ça ne te correspond pas, parce que financièrement, à un moment, tu es obligé de faire autrement, etc. Bref, que toutes ces contraintes-là, bah, le fait d'avoir eu ce projet-là sera toujours une force, comment dire, que ce soit sur un CV, que ce soit sur, comment dire, enfin après, ça dépend du recruteur, mais personnellement, si je devais choisir entre quelqu'un qui a une expérience personnelle et quelqu'un qui a un joli diplôme, comment dire, le choix est assez vite fait. Donc, en gros, comment dire, je trouve ça toujours utile. Donc, si tu as un projet que tu as envie de lancer, entrepreneurial ou pas d'ailleurs, comment dire, un truc voilà, qui te passionne, que tu as envie de le faire, ben, go for it. Comment dire, plus tôt tu le lances, plus tôt, comment dire, ben, plus tôt tu peux avoir des résultats avec ça. Et voilà, ne pas rester dans le oui, peut-être, plus tard, etc. Parce que plus tu repousses les séances, plus ça ne change pas grand-chose en fait, en général. Oui, j'aime bien ce que tu dis sur le fait que plus tu repousses, en fait, ça change rien dans ta vie. Tu te dis: «Ah oui, peut-être que, les conditions seront meilleures ou quoi», sauf qu'en fait, il y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est celui qu'on décide de saisir et de se lancer et tu l'as très bien dit aussi, ça te fait au final, de l'expérience dans tous les cas. Enfin, tu vas pas y Mhm. perdre grand-chose, surtout, voilà, si par sécurité, OK, on reste dans le salariat ou quoi à côté ou on a autre chose à côté, le temps de se lancer, ça fait quand même une expérience et puis, comme on dit: «Qui ne tente rien n'a rien». Tu en retireras forcément quelque chose. Si tu as si tu as assez d'énergie et de temps à y consacrer pour attendre que ça fonctionne, bah, ça fonctionnera au bout d'un moment. Comment dire, combien de temps? Ça dépend de plein de facteurs, mais comment dire, ça fonctionnera au bout d'un moment. Et même si en cours de route, bah, au final, ça ne te correspond pas, bah, ça t'aura servi quand même
que ce soit comment dire, pour une expérience personnelle, pour ton développement personnel, pour comment dire, bref, sur n'importe quel aspect, comment dire, voilà. Et surtout, comment dire, tu as beaucoup plus de chances que ça marche en te lançant qu'en te lançant pas. Donc, bon. Ça, c'est sûr. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on voit pas souvent les choses sous cet angle, mais il y a plus de chances que ça marche si on s'y met que si on fait juste des projections dans notre tête, quoi. Voilà, exactement. Du coup, on a parlé un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce que tu vis de ton activité? Comment se déroulent un peu tes journées? Ça fait beaucoup de questions en une, mais un peu le topo sur, l'instant présent. Alors, là, actuellement, ça va. Comment dire? Je suis très content d'ailleurs. Comment dire? Alors, c'est pas, genre, en mode, c'est pas Eldorado, je fais pas, 10 K par mois. C'est pas le c'est comment dire? Là, je suis assez content. Vivre de mon activité, oui. Comment dire? Je peux subvenir complètement à mes besoins et tout. Là, je sors d'un mois avec, avec un presque 6 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, là, j'étais content et tout. Là, je suis, presque full jusqu'à, enfin, dans 4 mois. Donc bref, donc, enfin, ça va. Donc, comment dire? Je suis content. Sinon, mon quotidien, en vrai, mon quotidien, il est, comment dire? Il est pas il est pas grand-chose d'intéressant à dire. Alors je charbonne toujours pas autant que, comment dire? Enfin, je suis pas quelqu'un qui travaille voilà, de 6 heures à 20 heures et puis je m'arrête pas et cetera. Justement, en ce moment, je suis en train d'essayer d'avoir un rythme de travail un peu plus, normal, on va dire, mais je travaille assez peu. Je travaille quelque chose comme 4 heures, 4-5 heures par jour. Là, de manière générale, si tu as une question plus précise, je peux peut-être te dire, mais là, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant sur ce point-là. Mmh. Bah, déjà, c'est intéressant de voir que, OK, la quantité de travail que tu fournis et justement dans les actions que tu poses sur tes temps de travail là, est-ce que c'est quelque chose que tu avais tendance à faire avant peut-être de travailler plus, mais avec des actions moins impactantes et que du coup maintenant tu t'en es rendu compte et c'est pour ça que tu essayes aussi, d'alléger ou comment tu vois, tu gères un peu ton organisation? Alors, mon organisation, depuis le départ, elle n'a pas beaucoup changé. Comment dire? En gros, comme je me considère avant tout comme un créateur de contenu, la majorité de mon temps est consacré à créer du contenu, notamment sur Instagram. Comment dire? Ça n'a pas changé. Quand j'ai démarré, je faisais un post par jour. J'ai posté tous les jours, sans exception, pas même les jours fériés pendant quasiment 2 ans. Ça n'a pas changé. En fait, ce qui a changé entre avant et maintenant, c'est que la qualité de ce que je produis. Avant, je pouvais faire 5 posts dans la semaine, mais qui étaient j'ai revu récemment, c'était pas fifou, hein. C'était pas fifou. Comment dire? Et aujourd'hui, comment dire? Je prends moins de temps qu'avant sur autant de contenu, mais comment dire? En réussissant à amener, enfin, des conseils plus concrets, à essayer de créer des émotions pour des personnes, enfin, comment dire? C'est plus simple pour moi, ce qui fait que ça me demande moins de temps qu'avant pour faire la même chose d'une meilleure qualité. Donc, c'est plus une question de, comment dire? En fait, le fait de m'être lancé depuis 3 ans, d'avoir beaucoup créé de contenu et tout, ça m'a créé plein d'automatismes, plein de, comment dire? J'ai pu monter en compétence sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup de temps. Par rapport à la création de contenu, le fait de poster tous les jours, est-ce que tu as vu que ça avait vraiment un impact sur tes résultats? Non. Jamais. Comment dire? Le truc, c'est, comment dire? Je conseille à tout le monde de poster tous les jours, mais pas pour une question de résultat. Enfin, pas d'un point de vue résultat, genre nombre d'abonnés, nombre de clients, nombre de trucs. C'est un truc très utile pour faire ce que j'ai fait justement, le fait que, comment dire? Là, tu me dis de faire un post, comment dire? Je te retrouve dans 15 minutes, j'ai fait mon post. Genre, comment dire? De l'idée à finaliser le visuel, etc., ça me prend 15 minutes à avoir quelque chose qui fonctionne, qui est bien structuré, etc. Parce que justement, pas à force de le faire. Et donc, comment dire, poster tous les jours quand tu débutes, et quand après, a priori, vu les personnes que tu vises, c'est forcément des personnes qui débutent ou comment ça un petit peu, c'est très utile pour, comment dire, pour monter en compétence à condition que ce soit bien fait. Genre, si c'est juste faire pour faire, bon, c'est pas très intéressant. Mais si tu apprends de ce que tu fais au fur et à mesure que tu le fais, comment c'est très utile pour avoir des résultats d'un point de vue, tu augmentes en compétences. Maintenant, comment dire, le fait de poster tous les jours, est-ce que ça te donne plus de résultats d'un point de vue visibilité sur les réseaux, le fait de, comment dire, d'avoir des clients, etc. Non, pas si tu fais pas de la vraie qualité dans ton contenu. On va dire que qualité fois quantité égale, comment dire, résultat, avec un petit peu de chance dedans, mais on va sortir ça de l'équation pour simplifier. Mais comment dire, qualité plus fois quantité égale résultat. Si, comment dire, forcément, si tu fais de la bonne qualité, si tu multiplies la quantité, ben oui, tu auras plus de résultats, c'est mathématique, ça, comment dire, tu as plus d'occasions d'avoir de la visibilité, etc. Forcément, c'est cool. Par contre, comment dire, si tu fais pas de la qualité, le fait d'en faire beaucoup ne va pas changer, nécessairement tes résultats. Comment dire là-dessus. Sauf que quand on démarre, même si tu fais peu, tu feras quand même pas de la qualité. Parce qu'en gros, comment dire, on se dit que oui, je vais me concentrer d'abord sur la qualité, puis après, je ferai de la quantité. C'est un peu comme si tu apprenais le dessin.
et que pour apprendre le dessin, tu te disais, ah, je vais dessiner que des grandes fresques, genre sur des grands murs et tout. Je ne passe jamais par une phase où je dessine plein de trucs dans des carnets de croquis, etc. Non, ça marche pas comme ça. D'abord, comment dire, faut d'abord passer par une certaine quantité pour ensuite réussir à en sortir de la qualité. Donc, en gros, je conseille aux personnes de faire de la quantité, mais pas pour une question de résultat, mais pour une question de, comment dire, de réussir à monter en compétence pour après, éventuellement, redescendre la quantité de contenu que tu fais pour te concentrer un peu plus sur la qualité et éventuellement remonter la cadence par la suite en ayant et la quantité et la qualité. On va dire que c'est quantité, puis qualité, puis quantité, qualité. OK, OK, ouais. C'est super intéressant et comment est-ce que tu caractériserais un poste qualitatif d'un poste qui n'est pas qualitatif? C'est quoi un peu les éléments clés? On va dire qu'il y en a trois. Le premier, c'est que c'est un poste qui est utile. Alors, pas forcément utile dans le sens où il donne une information applicable, même si ça peut en faire partie, comment dire, mais dans le sens où quand la personne a fini ton contenu, d'ailleurs que ce soit sur Instagram ou ailleurs, la personne, elle en ressort avec quelque chose. Si, comment dire, si à la fin de ton poste, la personne est ressortie, ça n'a rien changé à sa vie, genre vraiment, elle va l'oublier dans 2 secondes, le truc, comment dire, faut que ton poste, il apporte quelque chose, quoi. Ensuite, comment dire, le deuxième point qui vient, c'est qu'il faut que le post soit, comment dire, inspiré. Comment dire, en gros, qu'on y voit ta personnalité, qu'on se dit que quand on le voit, quand on le lit, quand on l'entend, c'est une vidéo. Comment dire que, ok, ça c'est un contenu qu'en fait, il y a quasiment que toi qui aurait pu le faire. Et souvent, comment dire, j'anticipe déjà, c'est pas une question de donner des conseils que personne ne donne, parce que, dépendamment de la thématique, ça va être compliqué, mais juste de donner, soit par les métaphores que tu utilises, les histoires que tu racontes, la manière dont tu le racontes, etc. Fais en sorte, ok, ça c'est toi qui l'as raconté, comment dire, enfin on voit ta patte à travers ça. Et enfin, comment dire, le dernier point, et pas des moindres, c'est l'empathie. En gros, de réussir à se mettre à la place de sa cible et se dire, ok, quand elle va lire ça, qu'est-ce qu'elle va ressentir, comment dire, qu'est-ce qu'elle va, comment dire, qu'est-ce qu'elle va, oui, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va en tirer, qu'est-ce qu'elle va en penser, c'est quoi, comment dire, sur quel point elle pourrait potentiellement bloquer, etc. Et en fait, comment dire, beaucoup, par exemple, au départ, on a beaucoup l'erreur de vouloir donner beaucoup en conseil, comment dire, de mettre beaucoup d'informations, on fait des pavés, et puis des pavés, des pavés, des pavés. Et comment dire, mais en fait, sans se mettre d'un point de vue de la personne qui va lire, est-ce que vraiment j'arrive dessus, est-ce que j'ai envie de lire? Non. Et du coup, comment dire, se dire, ok, mais en fait, il faut trouver, comment dire, réussir à se mettre vraiment dans les baskets de sa cible, de se dire, ok, qu'est-ce qui va vraiment l'intéresser, sur quel point elle va bloquer, etc. Par exemple, ça m'arrive souvent de faire un contenu où je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir une objection par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que je sais qu'il y a des commentaires, soit on ne va pas être d'accord, soit c'est une fausse croyance, entre guillemets, etc. Toujours, quand j'arrive à anticiper ça, et du coup, je vais faire, souvent, j'utilise la description pour ça, pour dire, ah, au fait, par rapport à ça, et puis j'arrive à anticiper, comment dire, la personne, où est-ce qu'elle va bloquer, etc. Bref, vraiment réussir à se mettre à la place de son audience. On va dire en résumé, est-ce que quand je lis ton contenu, est-ce qu'on s'ennuie ou pas? On va dire que si je peux résumer ça, c'est ça un peu l'esprit. Ouais, c'est vrai que c'est bon à avoir en tête aussi ce truc que, comme tu dis, qu'on a tendance à raconter des pavés, surtout quand on se lance un peu pour prouver, je pense, inconsciemment notre légitimité, tu vois, de dire, mais vous voyez, je sais des choses, genre abonnez-vous, achetez mes services, alors que parfois, Mhm. un post court percutant sur un truc en particulier de tout ce qu'on avait envie de raconter, ça peut avoir beaucoup plus d'effet que un grand pavé, comme tu dis, quoi. Ouais, en gros, le truc, c'est que, en fait, au départ, comment dire, on fait l'erreur de penser que les personnes veulent avoir des informations. C'est faux, les personnes ne veulent pas avoir des informations. Genre, Google est là, si jamais ils ont besoin d'une question ou un truc comme ça. Comment dire, que ce soit, là, je parle vraiment d'Instagram comme ailleurs. Comment dire, quand les personnes arrivent sur un contenu, ce qu'elles recherchent, c'est quelque chose qui leur est utile. Et si ton information est brute, c'est-à-dire que tu la donnes l'information comme ça, même si elle est de ton point de vue précieuse parce que c'est ton métier, parce que c'est dans ton domaine, etc., ça ne servira pas à grand-chose. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est les graphistes qui vont faire des contenus du style c'est quoi les différents types de typographie, c'est quoi la connotation des couleurs, etc. C'est très intéressant hein, en tant qu'ancien graphiste et tout qui était dans ce domaine-là, mais en tant que client, on s'en fout en fait. Si tu ne donnes pas quelque chose d'utile dedans, de dire ok, mais je ne sais pas comment dire, au lieu de dire comment dire c'est quoi la connotation des couleurs, de dire ok, si tu cherches à avoir une marque qui inspire ce genre de choses, utilise ces couleurs-là. C'est le même contenu, tu donnes les mêmes informations dedans, la base est la même, c'est juste que l'angle prend en compte l'empathie de se mettre à la place de ton audience en fait. Enfin, je trouve que c'est un point intéressant à avoir en tête, peu importe le projet qu'on a envie de lancer, tu vois, de toujours prendre en compte, si en tout cas on se lance dans un projet qui inclut d'autres êtres humains, de prendre en compte comment les autres vont le vivre, les autres vont le ressentir. Et je trouve que ça donne aussi l'élan de plus d'idées finalement, de prendre du recul déjà sur ce qu'on fait en se mettant à la place de notre cible
et puis, ben, pouvoir nous apporter des idées de OK, elle, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et pas forcément du coup, parler de nous, ce qu'on vit, mais de ce qu'elle, elle vit qui est à un stade différent aussi. Ouais, mais au départ, c'est difficile parce que Mmh. au départ, si tu connais pas bien ta cible et tout, comment dire? C'est un exercice difficile de réussir à se dire: «Oui, mais comment elle va vivre ça?» Aucune idée. Et du coup, on a tendance à, comment dire? Naturellement se prendre soi-même, comment dire? Comme référence. Alors que, bah, en fonction du projet, en fonction de ce que tu fais et cetera, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc voilà. Donc ouais, donc c'est ce qu'il faut faire, mais du coup, comment dire? Pour réussir à avoir ce recul-là, alors que de base, ben, du coup, ben, tu es jeune, tu n'as pas beaucoup d'expérience avec ben, les personnes que tu vas aider, etc. Ben, simplement d'aller discuter avec elles. Genre, comment dire, tu te dis, oui, est-ce que je pourrais faire une interview? Genre, c'est juste pour avoir des informations sur le type de personnes que j'ai envie d'aider et tout. Genre, comment dire, ça aide beaucoup ben, d'aller à la rencontre des personnes que tu veux aider, discuter avec elles et après commencer à mettre en place ton projet, comment dire, voilà, d'aller consulter les premières concernées par ce que tu racontes, quoi. Mmh. Et ce serait quoi un peu, selon toi, quelques questions clés à poser, à notre client? En tout cas à la Ben, cible? déjà, c'est quoi sa problématique? Parce que, comment dire? Souvent, il y a une espèce de déséquilibre entre la problématique que tu as dans ta tête et la problématique que va te formuler la personne. Souvent, encore plus quand on débute, on va avoir tendance, je reprends l'exemple des graphistes, mais, comment dire? Oui, la problématique de ma cible, c'est qu'elle a pas une bonne identité visuelle ou elle a pas une image professionnelle. Quand tu vas écouter d'un point de vue client, c'est rarement comme ça qu'ils formulent leurs problématiques. Leur problématique, c'est plutôt, comment dire? Alors soit c'est vraiment purement, comment dire? Superficiel entre guillemets, genre purement de l'esthétisme, soit ça va être plus un truc, oui, mais j'arrive pas à attirer les bonnes personnes, les personnes convertissent pas, ils ont pas confiance en ma marque, comment dire, j'arrive pas à vendre assez, etc. C'est plutôt des trucs qui vont ressembler à ça. Mais comment dire, déjà, il y a une espèce de dissonance entre, comment dire, entre la problématique que tu as dans ta tête et celle qu'ont les personnes, et aussi leur formulation importante. Donc déjà, c'est quoi leur problématique selon elles? Et comment dire, ensuite, c'est quoi, comment dire, ben, c'est quoi leur frustration par rapport à ça? Ça va permettre beaucoup leur frustration, c'est d'avoir plus de détails sur, comment dire, bah, comment elles le vivent. Ça va pouvoir t'aider et dans ton projet, dans les offres que tu proposes, dans le style des contenus que tu vas pouvoir faire et cetera. Par exemple, imaginons la problématique de ta personne, c'est qu'elle a pas de résultats, sur les réseaux sociaux. OK, mais du coup c'est quoi ces frustrations exactes? Et la personne va être frustrée de pas, réussir à vendre en story, mais aussi être frustrée de pas savoir comment parler en story, de pas réussir à se montrer, de pas réussir à trouver des idées de contenu et puis bref, ça se déploie en plein de petites frustrations et la personne va pouvoir te donner ça, te dire, comment dire quel genre de frustration elle a et tout. Il y a aussi, tout ce qui est les peurs et les freins, que peut avoir la personne par rapport à résoudre cette problématique. En gros, si tu devais poser la question à la personne, ce serait quelque chose du genre: «Bah, OK, tu as cette problématique-là, bah, qu'est-ce qui t'empêche de la régler à l'heure actuelle?» Genre, comment dire, il y a telle ou telle solution qui existe, pourquoi tu n'as pas encore passé le pas? Et du coup, ça va permettre de savoir, ben, alors si c'est une question budgétaire, bon, il y aura ça, mais aussi d'avoir d'autres trucs potentiellement, oui, j'ai peur qu'il se passe ci, j'ai peur qu'il y ait ça, comment dire, j'ai pas envie que quoi. Ça donne plein d'éléments de frein, etc., qui vont pouvoir être utiles, encore une fois, d'un point de vue vente, d'un point de vue contenu, etc. Et enfin, alors ce serait pas tout, mais là, comment dire, pour faire un résumé, il y a aussi ben, comment dire, les désirs de la personne. En gros, comment dire, ok, tu voudrais régler cette problématique-là, mais ça voudrait dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais, du coup, ça changerait quoi dans ce que tu pourrais faire, dans ce que tu pourrais avoir, dans ce que tu pourrais être, dans ce que tu pourrais accomplir? Et là, ça va donner plein de bénéfices attendus de la personne par rapport à la résolution de son problème. Et du coup, ça va pouvoir encore une fois te servir d'un point de vue vente, d'un point de vue comment dire, dans ce que tu mets en avant et de réussir à avoir vraiment comment dire, la formulation que va avoir la personne par rapport à ses bénéfices. Parce que là aussi, il y a une espèce de dissonance entre les bénéfices qu'on met en avant et ce que la personne va percevoir comme un bénéfice et comment elle le formule. Et c'est vrai que oui, ces questions-là, elles peuvent se poser très simplement, comme tu l'as dit, en appel ou quoi que ce soit et c'est intéressant de, bah, d'aller à la rencontre, en fait, des gens qu'on a envie d'aider. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de se rendre compte de ce que nous, on a vraiment envie de d'avoir comme impact auprès de ces personnes-là. Ouais, ça te permet aussi beaucoup, comment dire, au départ, on a beaucoup, enfin, l'une des problématiques qui empêche aussi de définir sa cible et tout, c'est de vouloir tout faire et comment dire, de dire oui, j'ai envie de viser tout le monde et tout. Ce qui est une très mauvaise idée en soi en début d'activité. En fait, le fait de rencontrer des gens, ça va te permettre de savoir, bah ça, j'ai pas envie de travailler avec des personnes comme ça, du coup. Comment dire, pas forcément parce que la personne n'est pas sympa avec quoi, hein, mais juste c'est pas le type de truc qui te drive et tout. Ça te permet de vraiment être confronté à est-ce que ça te correspond, est-ce que ça te correspond pas. Est-ce que c'est une personne avec qui tu aurais adoré travailler ou à la fin de ton call avec la personne, je te dis,
Bon, bah non. Comment dire, bref, pouvoir mettre au clair ça. Et forcément, rencontrer les gens, bah, ça peut forcément t'apporter des trucs et tout. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai eues en interview qui, au final, ont travaillé avec moi. Alors que c'était pas le but de l'appel, mais bon. OK, OK, ouais. Par rapport à ça, donc là, on a parlé de questions, pour les clients et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de lancer un projet peuvent aussi noter toutes ces questions-là et passer, dans la pratique. C'est aussi le but de cet échange, d'inspirer à l'action et par rapport, du coup, au fait de parler de l'idée de son projet, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'en parler autour de soi? Peut-être à qui? Ou est-ce que, ben, on le garde plutôt pour soi, on le développe et on verra ce que ça donne? En parler, oui. Après, ça dépend à qui. En plus, en ce moment, je suis en train de lire Show Your Work. En gros, le principe, c'est que parler de ton projet, je te conseille d'en parler dès le départ, mais pas forcément à ton entourage si ce n'est pas un entourage réceptif. Pour c'est des personnes qui ne vont pas comprendre ton projet et te disent bon, c'est pas intéressant. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'espèce de mythe de la personne qui fait son projet en secret et comment dire, et seulement quand ça va sortir, on commence à en parler et tout. Parce que, comment dire, bon, là, du coup, ta question sortait, je crois qu'elle a été plus tournée sur l'entourage, mais du coup, moi, je reviens sur le contenu. Mais en gros, comment dire, si tu as une idée, c'est bien de commencer à parler dessus, de ce que tu es en train de faire, de pourquoi tu es en train de le faire, comment tu es en train de le faire, les backstage, depuis les fondations de ton truc, de déjà commencer à en faire du contenu. Ça, comment dire, de pouvoir, comment dire, de créer cette histoire avec les personnes et non pas de faire vraiment ce mythe, comment dire, le mec qui fait ça dans son laboratoire caché quelque part et qui ne sort que quand il sort comment dire, son projet et tout. C'est aussi le meilleur moyen d'avoir un truc qui se pète la gueule parce que même si tu fais des interviews et tout, bah, le fait d'inclure les clients ou potentiels, ben, c'est pas forcément des clients, mais utilisateurs ou ce que tu veux de ton projet dans le processus de sa création, c'est quelque chose qui va être important. Donc moi, je conseillerais de partager, comment dire, d'en parler de son projet, etc., dans du contenu et tout dès le départ. Après, plus d'un point de vue entourage, ben, si c'est des personnes qui vont te soutenir ou tu sais que la personne va te soutenir et tout, pourquoi pas? Sinon, le reste, bon, on va pouvoir s'en passer, quoi. C'est vrai que c'est, enfin, c'est intéressant d'avoir ton avis. Je voulais te demander par rapport à aussi, comment moi je l'ai vécu et c'est vrai que moi au début j'ai eu un peu ce truc de: «Je vais en parler à personne», enfin pas de mon entourage, les gens qui me suivaient et cetera oui, mais mon entourage en fait parfois du coup tombait sur, ce que je pouvais partager, était là en mode: «Il se passe ça, tu nous as pas mis au courant». J'étais là en mode: «Beh, oui, mais en fait, tu pas quand tu as pas déjà assez enfin, tu dois déjà redoubler de confiance de toi-même, de te dire: «Allez, ça va marcher, ça va marcher». Si en plus tu te Mmh. confrontes aux peurs et cetera que ton entourage te renvoie, je trouve que ça peut être, plutôt une manière de se protéger aussi que de pas en parler dès Mmh. le départ et puis de voilà, d'arriver, quand c'est terminé, même si, voilà, les avis peuvent être constructifs, mais comme tu le disais aussi, la prise de recul, au début, ça peut être compliqué parce que faire la différence entre ce que toi tu vis, ce que toi tu penses de ton projet et puis les peurs et ce que les autres vont te renvoyer Mmh. aussi, ça peut être assez, complexe. Je ne sais pas si c'est Ouais. quelque chose que toi tu as expérimenté aussi, dans ton parcours? Il y a un truc, petite astuce, s'il y a des personnes dont particulièrement soit vous ne voulez pas qu'ils soient au courant de votre projet, soit vous êtes pas sûr que quelque chose que j'ai fait dès le départ, quand j'ai démarré mon compte Instagram, à la base, j'avais même pas de business, c'est que j'ai cherché manuellement toutes les personnes que je voulais pas qu'ils trouvent mon compte, je les ai bloquées. Ça comment dire, au moins, j'avais pas de contrainte de savoir oui, mais en fait, les personnes que je n'avais pas bloquées, c'est les personnes que j'étais OK qu'elles le sachent ou que j'en avais rien à faire. Genre, comment dire, mais si tu as cette contrainte-là de te dire oui, mais du coup, va tout de suite bloquer ces personnes-là. Et puis le jour où tu es plus à l'aise avec ça, tu pourrais les débloquer éventuellement. Mais comment dire, déjà sur cet aspect-là. Après, concernant comment dire, les peurs, les injonctions que peuvent avoir d'autres personnes, etc. Oui, j'ai eu mon géniteur qui était, comment dire, qui au départ, enfin, au final, m'a pas trop, comment dire, trouvait pas ça trop ouf et tout. Ça a pas été un big deal pour moi. Mais ouais, tu as beaucoup ce truc où quand tu démarres et que tu n'as pas encore beaucoup de résultats et tout, il y a un truc qui est giga relou, c'est et sinon ça marche ton truc? Et quand tu es au départ et quand genre comment dire, quand c'est un mois où comment dire, ben justement tu as fait zéro chiffre d'affaires et qu'on vient te demander oui, ça marche ton truc quand même, enfin tu es, un peu comme ça pour répondre à comment Je dire, donc confirme, ouais. du coup, je confirme enfin, vraiment au départ, pour, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, pour te protéger et tout, les personnes que c'est safe, où tu sais qu'elles vont pas être loups, que comment dire, qu'elles vont te soutenir et tout,
ok, let's go. Et sinon, bah, comme j'ai dit, hein, la première chose que tu fais sur ton projet, c'est d'aller bloquer les personnes, comment dire, le bloquer le plus de personnes possible que tu ne souhaites pas qu'elles tombent sur ça. Et c'est très efficace. Et comment dire, ça règle le problème à la source. Si jamais c'est un truc c'est un frein qui t'empêche de te lancer, bah, tu peux juste régler le truc comme ça, quoi. Très bonne astuce, merci du partage. C'est un truc aussi que moi j'ai fait avec les personnes avec lesquelles j'avais tendance à me comparer, tu vois? Et que je suivais Mhm. et du coup que je voyais continuellement sur Insta et que du coup, bah, au final, ça plombait mon moral plus qu'autre chose. Pareil, j'ai tout arrêté de suivre tout le monde, pouf, pouf, pouf et comme ça le problème est réglé comme tu l'as dit. Alors, tu vois qu'on a la fonctionnalité de enlever les likes et arriver sur Instagram, mais pas enlever les likes sur ses propres publications. Ça, à la rigueur, bon, un truc, mais surtout désactiver le fait de voir les likes des autres personnes. Mais bénédiction, le truc, comment dire, plein de personnes qui disaient, bon, à quoi ça sert. Si, c'était très utile de ne pas avoir cette comparaison entre les résultats que peut avoir d'autres personnes, est-ce que tu peux avoir et tout. Et sinon, alors, je ne l'ai pas fait pour cette raison, mais c'est aussi très radical. C'est que, comment dire, par exemple, sur mon compte Instagram, quand j'arrive sur mon feed, il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Pas parce que je suis abonné à personne, parce que j'ai mon abonnement pour soutien aux personnes, parce que c'est des personnes qui m'intéressent et tout, mais j'ai mis tout le monde en sourdine. Ce qui fait que j'ai rien du tout dans mon feed. Toutes les personnes que je vois, c'est parce que j'ai voulu aller les voir. Ce qui fait que, comment dire, ben, je suis dans un bon mood quand je vais les voir. Ça, parce que la problématique, c'est pas tant de voir des personnes qui font la même chose que toi, mieux que toi. La problématique, c'est de les voir à des moments où tu ne devrais pas les voir. Comment dire. Et du coup, là, c'est le fait d'avoir fait ça, comment dire, ben, dans mon feed, il n'y a rien. Quand je vais voir un contenu, c'est parce que j'aurais voulu aller le voir. Et comment dire, ça règle aussi le problème. Même si je n'ai pas fait ça pour ça à la base, bah, dans ce cas de figure, je pense que c'est très utile aussi. Ah ouais, ouais, c'est super intéressant et quoi, tu sais vraiment quand tu arrives du coup sur ton compte, tu vois rien d'autre que ta story et Moi, ton je vois mes publications à moi, quoi. ah ouais, ouais. Il y a mes publications et les stories, en fait, il y a, comment dire, elles sont toutes les stories sont mises comme si tu les avais déjà vues. Ah Tu sais, ouais, elles sont un peu grisées, ouais, comment ouais. dire, tu peux cliquer dessus toujours, hein, tu peux toujours voir ce Mmh. que fait la personne et tout. Mais du coup, en fait, c'est une manière de, tu n'as pas unfollow la personne parce que, comment dire, ben, des fois, tu peux dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu m'as unfollow, comment dire, le truc. Tu Ouais, n'as ouais. pas unfollow la personne, tu l'as pas bloqué non plus, comment dire, parce que ben, c'est le truc, mais toi, au moins, tu es safe, comment dire, en tout cas sur ton feed principal. Après, ça n'empêche pas Explorer, tu vois. Mais comment dire, comment dire, tu n'étais pas attaqué sur ton feed et ce que tu auras vu, tu auras voulu le voir. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça, de manière aussi radicale, enfin je veux dire où vraiment on peut ne plus avoir rien. Ce qui est aussi très intéressant pour, les distractions. Si on a tendance à y aller, aller sortir son téléphone, par réflexe de procrastination, on va dire, bah, si on arrive et qu'il y a rien, ça nous rappelle aussi que bon, on avait peut-être autre chose à faire, quoi. Et que comme tu dis Ouais. aussi, quand on va voir, ce que font les autres, c'est parce qu'on a décidé consciemment d'aller chercher l'information ou de voir un peu les actualités, de la personne, quoi. Ouais. Par contre, le faire, c'est un petit peu relou parce que, comment dire, maintenant, dès que je m'abonne à quelqu'un, je le fais automatiquement. Mais en fait, il faut le faire pour chaque personne. Vous sur le truc, ou appuyer sur mettre en sourdine, tout sélectionner, etc. Et en plus, c'est une action qu'Instagram, comment dire, si tu le fais trop d'affilée, il va te bloquer comme si tu avais trop, comme si tu t'étais abonné à trop de personnes d'un coup, etc. Donc, en gros, il faut faire petit à petit, pas tout d'un coup, genre 20 personnes à la fois, ça dépend de combien de personnes tu es abonné. Comment dire, mais voilà. Mais au moins, quand c'est fait, oui, en fait, quand j'arrive sur mon feed, des fois, ben, je vois si j'ai des messages et tout. Je réponds à mes messages, mais du coup, je vais beaucoup moins scroller de manière frénétique parce qu'il n'y a rien à scroller, en fait. Mmh. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Donc même pour celles et ceux qui ne veulent pas devenir entrepreneurs, c'est une très bonne astuce pour les distractions et c'est vrai que moi aussi je cherchais un moyen de voir uniquement les comptes genre qui m'inspirent vraiment, tu vois? Ou des trucs où je sais que ça va me Mhm. faire du bien quand je les vois. Bah, du coup, merci pour cette astuce. Il n'y a pas de souci. Et comme je dis, ben, ça permet de pas bloquer, enfin, pas de pas unfollow la personne. Parce que perso, quand quelqu'un m'unfollow alors que c'est quelqu'un que je suis là en mode, mais pourquoi? Tu vois, il n'y a pas de big deal parce que la personne ne le voit pas. Genre, comment dire, les personnes ne sont pas au courant que tout bénéf, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste une manière un peu de ranger nos abonnements finalement. Ouais, exactement. Alors j'ai une question un peu pour arriver tout doucement vers la conclusion. Comment est-ce que tu vois du coup, la suite pour toi de cette aventure entrepreneuriale? C'est quoi un peu, les prochaines étapes? Déjà, actuellement, comment dire, ce que je fais principalement en chiffre d'affaires, c'est de l'accompagnement individuel et j'aimerais petit à petit me diriger vers comment dire, la création de programmes en ligne. Comment dire, voilà, alors, j'ai pas l'intention d'arrêter complètement l'accompagnement individuel, mais que en gros, ce soit plus un truc parce que ça me fait plaisir d'accompagner des personnes et plus que mon revenu dépende de ça, parce que c'est très chronophage. Et donc, comment sortir des petits programmes et tout. D'ailleurs, mon programme principal, comment dire, genre sur ma stratégie de contenu qui m'a comment dire, qui m'a justement à un moment fait fonctionner mon activité sur Instagram et tout, comment dire que je vais sortir
dans quelques mois. Je n'ai pas encore de deadline à comment dire là-dessus. Donc bref, là-dessus. Et sinon, plus loin, j'aime bien, en fait, j'aime bien cette étiquette de créateur de contenu. Du coup, à terme, j'aimerais bien créer du contenu sur ailleurs qu'Instagram et mon canal Telegram. Comment dire, donc avoir une chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Et sinon, à terme, j'aimerais bien avoir une agence, comment dire, qui aide, ben, justement, fait la stratégie de marque et la stratégie de contenu pour des petites entreprises ou comment dire, des entrepreneurs, etc. Donc voilà, ce sera un peu les idées pour l'instant. Trop bien, trop bien. Et tu te vois du coup, en agence travailler avec une équipe et cetera et toi prendre un peu ce rôle de chef d'entreprise aussi? Totalement. Comment dire que même sans parler de l'agence, comment dire, d'un point de vue créateur de contenu, je suis pas là-dessus en mode: «Oui, je vais rester tout seul tout le temps». Non. Parce qu'en gros, comment dire, à un moment, en fait, j'aimerais faire plus de contenu, mais j'ai pas envie de travailler, 40-50 heures par semaine. Donc à un moment, il va falloir que je sois plus tout seul et donc, comment dire, je compte avoir des personnes avec moi, pour m'aider sur la création de contenu, sur l'organisation, sur tous les trucs, là, je parle de création de contenu, c'est des trucs que j'aime bien faire, mais en premier les trucs que j'aime pas faire, comment dire, la compta, tout ça. Bref, ce genre de choses. Donc, ouais, je compte totalement avoir, comment dire, ben, des gens qui travaillent avec moi et tout. Surtout que je suis une personne je suis très doué pour mettre en place des stratégies, comment dire, avoir une vision sur à quoi il est censé ressembler un truc, etc. Quand vient la partie exécutive, je traîne un peu plus le pied. C'est, comment dire, ouais, comment dire, que ce soit pour l'agence ou pour, comment dire, ce sera pas en solo, quoi. Mais c'est bien je trouve d'être aussi conscient aussi de tes forces, tu vois? Ça te permet de savoir, bah, où ça peut pêcher et comment tu peux déléguer du coup. Mmh. Complètement. Bah, écoute, je te souhaite, plein de bonnes ondes et que tout puisse, se Merci. réaliser, aboutir. De toute manière, je continue à suivre ça aussi. Par rapport du coup à ton parcours et toute ton évolution jusqu'ici, si tu devais citer une personne peut-être ou un livre ou une ressource qui t'a aidé sur ce chemin-là, qu'est-ce que tu partagerais? Start with Why, Simon Sinek. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le mettent en avant, surtout d'un point de vue dev perso. Bon, pourquoi pas? Comment dire, il y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je le vois plus d'un point de vue, construction d'image de marque. Parce que justement, pendant toute cette période où j'étais un peu perdu et tout, le fait de, comment dire, d'avoir ce fil conducteur de: «OK, mais j'ai envie d'aider les gens à faire quoi?» Notamment à être rémunéré au prix juste, d'être choisi pour eux, et cetera. C'est ce qui m'a permis d'avoir, comment dire, qui m'a fait me différencier, qui m'a fait trouver l'angle sur lequel je voulais attaquer les choses, qui a fait que je suis resté cohérent malgré que j'ai plein de sujets que j'aborde en même temps. Genre, à la fois, je parle de pricing, à la fois de création de contenu, etc. Donc, comment dire, vraiment, c'est la pierre angulaire de, et à la fois ma stratégie de contenu et de, comment dire, ma stratégie de marque, etc. Donc, start with why. En plus, comment dire, tu me dis par où on devrait commencer. Le truc, il y a littéralement commencer dans le titre. Donc, comment dire, donc voilà, c'est vraiment ce livre-là. Génial. Ouais, je suis contente que tu partages cette ressource. C'est vrai que c'est un livre que moi j'ai découvert, il y a 3 ans maintenant, pendant le confinement, mais plus comme tu l'as dit, de l'aspect, dev perso, alors qu'au final, il donne plein d'exemples, bah, basés sur les entreprises, quoi et donc je pense Mhm. que ça serait intéressant aussi, que je le relise et ce livre, c'est vraiment une pépite, mais même, le personnage aussi, Simon Sinek qui a aussi un podcast et tout ça, il a une belle vision Mhm. aussi, je trouve, de l'optimisme, mais pas l'optimisme bisounours, tu vois? L'optimisme Mhm. constructif et comment justement se valoriser et tout ce que tu racontes aussi, bah, se faire payer, au prix juste et toutes ces thématiques, quoi. Ouais, tout ce qui est leadership et tout. Je crois que son Ouais. TEDx, c'est l'un des plus écoutés au monde, je crois, mais je Mmh. suis pas sûr. C'est très intéressant et oui, le livre, ben, ça parle beaucoup d'entreprises du coup. C'est pour ça que moi je l'aborde plus d'un point de vue, ben, stratégie de marque, Mmh. mais ça peut tout à fait servir aussi, ben, pour toi-même, comment dire? C'est un angle qui t'a pris plus dans le deuxième livre, trouver son pourquoi, mais Ouais, comment dire? qui est plus pratique, je Donc pense, voilà. trop bien. Eh ben, Ouais. merci beaucoup pour cette ressource. Je noterai tout ça dans la description du coup et simplement pour terminer, ben, si on a envie de te retrouver, suivre ton travail, où est-ce que ça peut se faire? Bah, alors, bah, là, actuellement sur Instagram, donc antoinegerard.off, principalement, parce qu'après tout passe par là. Donc, comment dire? Principalement création de contenu sur Instagram. OK, Voilà. ça marche et dans quelques années, une chaîne YouTube, peut-être un nouveau podcast, un nouveau truc. On verra. Éventuellement, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. Je mets mon nom, prénom, partout. Donc, c'est juste Antoine Gérard. En général, c'est pas bien plus compliqué à trouver. Trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans la description. Écoute Antoine, encore merci pour cet échange, ces partages de ton parcours et ces partages de valeurs aussi. Je pense que ça va pouvoir, aider beaucoup de monde, donc merci beaucoup à toi. Il y a pas de souci. Merci à toi pour l'invitation.